À ce moment, il commença à percevoir une sonnerie intermittente, brève mais désagréable, qui se répétait toutes les 15 secondes. Ce n'était pas une sonnerie, mais plutôt un bip d'avertissement, et il se réveilla soudain en comprenant qu'il s'agissait de son téléphone portable, qui le prévenait de l'existence d'un message en attente. Le message était de Madeleine, la compagne de son père. Elle lui avait téléphoné à 9 heures du matin. Il était à présent un peu plus de 11 heures. C'était parfois incompréhensible, entrecoupé de sanglots et avec un vacarme de circulation effroyable à l'arrière-plan. Paul comprit cependant que son père était dans le coma et qu'il avait été transporté à l'hôpital Saint-Luc de Lyon. Il rappela aussitôt. Madeleine décrocha dès la première sonnerie. Elle était un peu plus calme et put lui expliquer qu'il avait été victime d'un infarctus cérébral. Il venait de se lever et elle avait préféré rester encore quelques minutes au lit, puis avait entendu un choc sourd provenant de la cuisine. Elle se plaignit ensuite du temps que l'ambulance avait mis à arriver. Presque une demi-heure. Cela n'avait rien de surprenant. Son père habitait en pleine campagne, dans un hameau du Beaujolais difficile d'accès, à une 50aine de kilomètres au nord de Lyon. Cela n'avait rien de surprenant, mais les conséquences pouvaient être très graves. Il avait manqué d'oxygénation quelques minutes. Des secteurs du cerveau avaient pu être endommagés. Elle s'interrompait parfois, emportée par une nouvelle crise de larmes. Pendant qu'il lui parlait, il déclenchait une recherche Internet. Le prochain train pour Perrache était à 12h59. Il pouvait l'attraper facilement. Il aurait même le temps de passer au ministère pour dire quelques mots à Bruno. C'était sur le chemin. Dans la foulée, il réserva une chambre au Sofitel de Lyon. Ça n'avait pas l'air loin de l'hôpital Saint-Luc. Puis il raccrocha, prépara quelques affaires pour la nuit. Il attendit quelques secondes à l'entrée du bureau de Bruno. « Je suis en rendez-vous avec le PDG de Renault », annonça Bruno, passant la moitié de son corps par la porte entr'ouverte. « C'est grave ?»« C'est mon père. Il est dans le coma. Je pars à Lyon. Mon rendez-vous est presque terminé. » En l'attendant, Paul consulta des sites d'information médicale sur Internet. L'infarctus cérébral était une forme d'AVC. C'était même de loin la forme principale. Il représentait 80% des cas. La durée de la privation d'oxygène infligée au cerveau était un facteur essentiel dans l'établissement du pronostic vital. Ils t'expliqueront qu'ils ne savent pas grand-chose, qu'ils sont incapables de faire un prognostic, lui dit Bruno 2 minutes plus tard. Malheureusement, c'est vrai, il peut se réveiller en quelques jours, mais il peut aussi rester beaucoup plus longtemps dans cet état. Mon père a eu un AVC l'an dernier, il est resté 6 mois dans le coma. Et après ? Après, il est mort. La gare de Lyon était inhabituellement déserte et Paul eut le temps d'acheter des panini et des wraps qu'il mastiqua avec lenteur, cependant que la rame traversait à 300 km/h la Bourgogne, surplombée d'un ciel gris et impénétrable. Son père avait 77 ans, c'était beaucoup, mais ce n'était pas énorme. Beaucoup de gens dépassaient cet âge maintenant. C'était plutôt un argument qui plaidait en faveur de sa survie. Mais c'était à peu près le seul. Fumeur régulier, amateur de charcuterie et de vin corsé, peu porté à sa connaissance sur l'exercice, il avait tout ce qu'il fallait pour développer une solide athérosclérose. Paul prit un taxi, mais le centre hospitalier Saint-Luc n'était qu'à 5 minutes de la gare de Perrache. La circulation sur le quai Claude-Bernard, qui longeait le Rhône, était d'une densité éprouvante. Il aurait mieux fait d'y aller à pied. Les rectangles de verre coloré qui composaient la façade de Saint-Luc avaient certainement pour objectif d'améliorer le moral des familles, de leur suggérer l'idée d'un hôpital pour rire, un hôpital de Lego, un hôpital jouet. L'effet n'était que très partiellement atteint. Le verre était terne et sale par endroits, l'impression de gaieté douteuse. Mais de toute façon, dès qu'on pénétrait dans les couloirs et dans les chambres, la présence des moniteurs de contrôle, des appareils d'assistance respiratoire vous ramenait à la réalité. On n'était pas là pour s'amuser, on était là pour mourir, la plupart du temps. Oui, monsieur a raison, votre papa a été hospitalisé ce matin, lui dit la réceptionniste. Sa voix était douce, un peu lénifiante, parfaite en somme. Bien sûr, vous pourrez le voir, mais la médecin-chef aimerait vous dire quelques mots avant. Je vais la prévenir de votre arrivée. La médecin-chef était une femme brusque et élégante d'une 50aine d'années,
De toute évidence une bourgeoise. On sentait l'habitude du commandement et des dîners en ville. Elle avait des boucles d'oreilles de bourgeoise, et Paul était certain qu'un discret collier de perles se dissimulait sous sa blouse d'hôpital impeccablement boutonnée. Elle lui rappelait un peu Prudence en réalité, ou plutôt ce que Prudence aurait pu devenir, ce qu'elle était originellement destinée à devenir. Quelle que soit la manière dont on interprète l'information, ce n'était pas une bonne nouvelle. Elle retrouva le dossier en moins d'une minute. Au moins son bureau était bien rangé. Votre papa a été hospitalisé à 8h17 ce matin. Elle disait papa elle aussi, c'était effrayant. Ça faisait partie des consignes officielles. De commencer par infantiliser les proches. Il avait presque 50 ans, ça faisait bien longtemps qu'il n'appelait plus son père papa. Est-ce qu'elle-même appelait son père papa? Ça l'aurait étonné. Le problème est qu'il ne parvenait pas non plus à dire Édouard, comme il l'aurait fait avec un frère ou un ami de la même génération. En somme, il ne savait plus du tout comment s'adresser à lui. Nous avons tout de suite pratiqué une IRM, poursuivit-elle, afin de repérer l'artère cérébrale en cause. Nous avons ensuite effectué une thrombolyse, puis une thrombectomie, afin d'éliminer le caillot sanguin qui l'obstruait. L'opération s'est bien déroulée. Malheureusement, une hémorragie secondaire est venue compliquer la situation. Vous pensez qu'il y a des chances de récupération? C'est normal que vous posez la question. Elle hocha la tête avec satisfaction. Manifestement, elle appréciait les patients normaux, les familles normales et les questions normales. Mais je dois malheureusement vous répondre que nous n'en savons rien. L'IRM nous permet de déterminer les zones qui ont pu être lésées. En l'occurrence, il s'agit du lobe fronto-pariétal, mais pas la gravité des lésions. Il n'y a plus de geste médical à tenter. Nous pouvons juste suivre la situation en contrôlant la tension artérielle et la glycémie. Votre papa peut récupérer un niveau de conscience altéré, voire, dans certains cas, normal. Mais il peut aussi bien évoluer vers la mort cérébrale. Tout est possible à ce stade. Il faut être raisonnable, conclut-elle, sans vraie nécessité. Il y a quelqu'un qui n'est pas raisonnable ici? Il n'avait pas pu s'empêcher de dire ça. Elle commençait à l'énerver un peu. Eh bien, je dois dire que la compagne de votre père, ses manifestations émotionnelles, compréhensibles évidemment. Enfin, depuis l'arrivée de votre sœur, elle s'est un peu calmée. Ainsi, Cécile était là. Comment avait-elle fait venant d'Arras? Contrairement à lui, elle se levait très tôt, et Madeleine avait dû l'appeler en premier. Elle s'était tout de suite bien entendue avec Cécile, alors qu'elle avait toujours eu un peu peur de lui. Peut-être parce qu'il était le fils aîné, peut-être qu'elle avait un peu peur de tout le monde. Une dernière chose, elle s'était levée pour l'accompagner jusqu'à la porte. Votre papa a dû être placé sous ventilation artificielle. C'était indispensable pour qu'il puisse respirer, et je sais que le spectacle de la trachéotomie est parfois un peu éprouvant pour les familles. Mais ce n'est pas douloureux pour lui, je peux vous assurer qu'il ne souffre pas du tout. En effet, son papa, un tuyau enfoncé dans la gorge et relié à un gros appareil posé sur roulette, dont le vrombissement permanent emplissait la pièce, une perfusion à la saignée du coude, des électrodes fixées sur le crâne et la poitrine, lui parut effroyablement vieux et faible. À le voir comme ça, on ne donnait pas chair de sa peau. Il avait tout du mourant. Les deux femmes étaient assises côte à côte dans un coin de la chambre. Elles donnaient l'impression de n'avoir pas bougé depuis des heures. Madeleine l'aperçut en premier, lui jeta un regard à la fois effrayé et soulagé, mais n'osa pas se lever de la chaise. Ce fut Cécile qui vint vers lui et le serra dans ses bras. Depuis combien de temps ne l'avait-il pas vu? Se demanda-t-il. 7 ans, peut-être 8. Ce n'était pourtant pas loin, Arras, moins d'1 heure en TGV. Elle avait un peu vieilli, quelques cheveux blancs, mais qui se voyaient à peine, dans la masse toujours aussi fournie de ses cheveux blonds clairs. Son visage s'était un peu empâté aussi, mais ses traits étaient toujours d'une grande finesse. C'était une des plus belles filles du lycée, sa petite sœur. Il s'en souvenait très bien. Les mecs qui tournaient autour d'elle étaient presque innombrables. Elle était pourtant restée vierge jusqu'au mariage. Il en était certain. Elle aurait été incapable de dissimuler une intrigue amoureuse. Déjà à l'époque, elle était très pieuse. Elle allait à la messe tous les dimanches, participait aux activités catholiques de la paroisse. Il l'avait une fois surprise en prière, agenouillée dans sa chambre, alors qu'il s'était trompé de porte après s'être relevé en pleine nuit pour pisser. Il avait été gêné, il s'en souvenait. Aussi gêné que s'il l'avait surprise avec un mec. Elle aussi d'ailleurs avait eu l'air un peu gênée. Elle devait avoir 16 ans à l'époque. Ce n'est qu'un peu plus tard qu'elle avait commencé, quand il s'inquiétait pour ses examens, et il citait plus d'une fois,
et à juste titre inquiété pour ses examens, à lui répondre « Je demanderai pour toi à la Sainte Vierge » sur un ton tout à fait naturel, comme si elle parlait d'un corsage à aller chercher au pressing. Il ne savait vraiment pas d'où ça lui venait, cette tendance mystique. C'était le seul cas dans la famille. Elle avait épousé un type dans son genre, en apparence plus pondéré. Un notaire de province en principe c'est pondéré. C'est sûrement ça qui trompait chez lui. Parce qu'en réalité, au bout de 2 ou 3 minutes de conversation, on sentait en lui quelque chose d'intense. On avait l'impression qu'il aurait, sans une seconde d'hésitation, donné sa vie pour le Christ ou pour une cause analogue. Il les aimait bien, il trouvait que c'était un beau couple, bien supérieur au sien en tout cas, sans même parler de son frère et de sa pétasse de belle-sœur. « Ça va? Ce n'est pas trop dur ?» demanda-t-il finalement en relâchant son étreinte. « Si, c'est très dur, mais je sais que papa va s'en sortir. » J'ai demandé